il y a quelqu'un s'il y a quelqu'un que ça dérange, n'hésitez pas à me le dire. Donc Patricia a découvert la compassion par son métier de psychologue et de pleine conscience. Elle a une formation ACT. OK, super. Formation CFT sur l'île et le webinaire de Marine à Grenoble. Super, merci. C'est tout gérer en même temps, la présentation, mais aussi faire rencontrer tout le monde. Alors, Angèle, tu as découvert la compassion. Je vous vois tout le monde, je tutoie tout le monde, si ça ne vous dérange pas, ça va plus vite. Donc, programme MSC, formation en janvier. Super. Merci, Angèle. Bienvenue à tout le monde. Donc, je disais, il y avait, je pense, au départ, plus de 90 inscrits. Et à mon avis, il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui sont... et en tout cas, j'ai eu pas mal de messages de gens qui m'ont demandé le replay. Et Corinne, formation MBCI avec Pascal et Francis à Caen. Super. Alors, le son est faible pour Annick. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont un problème avec le son? Est-ce que c'est mon micro qui n'est pas assez fort? Alors, programme MSC. Alors, POA, je ne sais pas ce que c'est. Alors, Anaïs, pas de souci pour le son. Son haché pour Marie. OK pour Corinne. Du bon son pour Tiffaine. OK. Je vais peut-être essayer de rapprocher mon micro. Et on va commencer. Jeanne, dans salle d'attente. Et donc, POA, je disais, je ne sais pas ce que c'est, Julie. Méditation centrée sur la compassion avec le groupe d'instructeurs présence. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de thérapeutes. Power of Awareness de Tara Brach. D'accord, super. Je ne connais pas du tout. Ça a l'air très sympa. Le pouvoir de l'attention à découvrir. Il y a des superbes méditations de compassion de Tara Brach et de Jacques Canfin, effectivement. Si on a la chance de parler anglais ou de les avoir traduites. OK, alors je vais... donc l'enregistrement est OK. Avant de partager mon écran, je vais d'abord vous proposer un petit exercice de respiration. C'est assez pénible, je n'ai pas l'heure qui s'affiche, 20h07. OK, alors ce que je vous propose, c'est qu'on commence tranquillement par s'ancrer un petit peu dans le moment. Comme vous le savez, dans toutes les approches de mindfulness, on commence par revenir au corps. Dans la compassion aussi, on va toujours prendre le temps de respirer et de revenir à soi. Alors, j'ai un petit souci pour faire rentrer Armel. Voilà, super. Bonjour Armel. Et donc, Karine a suivi un atelier sur la compassion avec Charlotte, que je ne connais pas. Alors, donc, avant de commencer cet exercice, vous pouvez voilà, prendre une posture qui vous est agréable, prendre le temps de vous étirer un petit peu, de bien poser vos pieds sur le sol. Et tranquillement, vous pouvez descendre votre attention au niveau du ventre en suivant le mouvement du ventre. Très très bien. Et vous pouvez légèrement expirer, légèrement approfondir votre expiration.
en suivant le mouvement. Vous pouvez à chaque expiration permettre à votre corps tout entier de ralentir. Un peu comme si vous laissiez une glissade se terminer. Comme si vous laissiez votre voiture ralentir tranquillement. Et légèrement appuyer sur le frein de l'expiration. Et vous pouvez expirer en prenant le temps, l'espace de respirer profondément. Très très bien. Et vous pouvez laisser cette expiration se poser au niveau du ventre. Et vous pouvez maintenant accompagner cette expiration d'une phrase de compassion, une phrase bienveillante. Peut-être quelque chose que vous avez envie ou besoin d'entendre, là, maintenant. Vous pouvez observer le ton de cette voix, de cette phrase, et remarquer que c'est un ton de voix amical. Peut-être que c'est votre voix ou la voix de quelqu'un que vous appréciez. Et vous pouvez écouter le son de cette voix. Observez ce que vous ressentez encore quelques instants. Et vous pouvez revenir dans votre corps, dans votre respiration, avant de reprendre le cours de ce moment de partage. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous étirer et prendre une grande respiration. Je ne vous vois pas, donc si vous souhaitez dire quelque chose, n'hésitez pas à l'exprimer dans le chat ou vous pouvez ouvrir votre caméra et prendre la parole si vous le souhaitez. Alors, je vais partager mon écran pour que vous puissiez me faire un retour sur cette respiration, sur cette phrase de compassion. Tac, tac, tac. Maintenant que vous avez terminé l'exercice, vous pouvez vous connecter à WooClap. Alors, c'est un logiciel de partage. Donc, soit vous pouvez scanner le QR code, soit rentrer
www.wooklab.com/cmt2022 et ensuite vous allez pouvoir rentrer votre ressenti. Alors, Annick, je sais qu'il y a un problème de son, donc je vais essayer d'écrire à Annick. Donc, quand vous êtes connecté, alors il y a le titre qui reste en haut de la page. Quand vous êtes connecté à WooClap, vous pouvez tout simplement répondre à la question « Quel est votre ressenti ?» après l'exercice de respiration de compassion. Simplement mettre un mot. Voilà, il y a des gens qui arrivent à rentrer Si vous n'y arrivez pas, pas de souci. C'est juste si vous avez envie qu'on partage nos ressentis. Si c'est une irritation, quelque chose de moins agréable, vous pouvez aussi tout à fait le mettre, il n'y a aucun souci. Neutralité. Alors, Annick n'a toujours pas de son. Alors, je vais vous mettre le lien dans le chat, sinon il est juste en haut de la page. C'est www.wooklab.com/cmt2022. Apparaître. Donc le terme qui a l'air de revenir le plus, c'est calme, apaisement, confiance, détente, connexion, ouverture, soutien, douceur, curiosité, bien-être, neutralité, agréable, ancrage, détendu et sereine. Bienvenue à ceux qui arrivent. Donc là, on vient de faire un exercice de respiration et on partage ensemble le ressenti. Super. Alors, maintenant, je vais vous... Ok, il y a encore plein de gens qui rajoutent des choses. Tac, 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 tac. Est-ce que j'ai pas lu? Connexion, enthousiasme, apaisement, bien-être, détendu, curiosité. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait dans cet exercice, dans la plupart des thérapies, on travaille la respiration. Quelque chose qui est peut-être un peu spécifique de l'approche de la compassion, c'est qu'on va travailler aussi les pensées comme dans les approches cognitives, mais on va travailler la pensée comme quelque chose d'incarné. C'est-à-dire qu'on va aussi porter notre attention sur le ton de la voix, sur l'intention de la voix, sur la relation qu'on a avec la personne qui exprime les cognitions, les pensées qu'on peut avoir. Et c'est quelque chose qui est vraiment novateur, qui est à la base du travail de Paul Gilbert, qui est le fondateur de la thérapie fondée sur la compassion, puisque en fait, là où ça a commencé pour lui, c'est au travers de patients qui souffraient de dépression, et il s'est rendu compte que lorsqu'il faisait de la restructuration cognitive, lorsqu'il leur proposait d'avoir des pensées alternatives,
bien finalement, les patients trouvaient des pensées différentes, des pensées critiques, avec lesquelles ils se battaient, mais malheureusement, le ton de voix était toujours très critique. C'est-à-dire que, bah, peut-être qu'ils se disaient plus qu'ils étaient nuls, mais ils se disaient, par exemple, «Bah non, tu sais très bien que tu es pas nul, c'est ridicule, la psy te l'a dit qu'il fallait pas avoir ces pensées-là». C'est-à-dire que le ton restait un ton critique et agacé et donc forcément les gens ne se sentaient pas mieux. Donc là, on a tout simplement dans cet exercice, apporté, une voix, un ton, amical et on va voir ensemble que, lorsqu'on est dans une intention de compassion, bah, finalement, naturellement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent, dont le ton de la voix. Alors, je vais commencer par, vous définir un petit peu la compassion, et ensuite je vais vous présenter aujourd'hui ce qu'on appelle les approches de Compassionate Mind Training. C'est une approche qui est à l'intérieur de la thérapie fondée sur la compassion. Donc je vais vous expliquer ce de quoi on parle quand on parle de compassion, puis ensuite qu'est-ce que la thérapie fondée sur la compassion et quel est le lien entre la Compassionate Mind Training et les thérapies fondées sur la compassion. Alors, la première chose, qu'on peut penser quand on est face à la compassion, c'est qu'on parle de quelque chose qui est vulnérable puisque, ben, finalement, on va parler de souffrance et donc on peut avoir l'idée, l'association d'idées entre la compassion et quelque chose qui serait, de l'ordre d'une forme de peut-être même de faiblesse parfois. Il y a cette croyance-là que le fait d'aller vers la vulnérabilité pourrait nous rendre intérieurement ou extérieurement plus faibles. Or, un exemple de l'effet de la compassion, c'est, l'exemple de George Floyd, donc cet homme, qui a été, arrêté, par des policiers, victime de violences policières, et lors de cette arrestation, malheureusement, il a été, très sévèrement agressé et il est décédé de cette arrestation. Et lors de cette arrestation, il a fait preuve d'aucun signe de violence, et ce qu'il a pu exprimer puisque la vidéo malheureusement enfin, heureusement quelque part, la vidéo de ce qui s'est passé, a été diffusée et on l'entend dire: «Je ne peux plus respirer», il appelle sa mère. Et cette vidéo, cet accès direct à la souffrance de cet homme, lors de cette arrestation, a créé une vague, extrêmement forte de protestations, au travers les États-Unis et jusqu'en France. Et donc Annick, je vais suivre au non-verbal et avec les diapos et de cœur à cœur. Merci, Annick, je suis vraiment désolée, j'aimerais beaucoup faire quelque chose pour l'accès au son. Hem mais mais je ne sais pas quoi faire. Voilà, donc cette vague intense de réaction, de révolte, voilà, qui nous traverse, finalement, c'est l'illustration, je trouve, de la force de la compassion et de sa capacité à fédérer, des ressources et une énergie. Lorsqu'on est sensible à la souffrance, ça peut être celle des êtres humains, bien sûr, mais aujourd'hui, l'enjeu de la compassion, c'est aussi, bien de façon beaucoup plus large, l'enjeu de la perception d'une souffrance, de toute notre planète, d'un écosystème, d'une faune et d'une flore, des fleurs aussi, et cette souffrance peut aussi nous submerger parfois. Et donc il y a cet enjeu, autour de la compassion, d'être à la fois capable de percevoir cette souffrance et de trouver une capacité pour la supporter, pour ne pas s'effondrer face à cette vague de souffrance, auquel nous avons accès de par les médias, de par aussi la multiplication des signaux de souffrance, de notre planète. Oui, bonne idée, Annick. Je vais envoyer le message à Annick. Annick,
essayer de vous reconnecter. Alors, je ne vois pas l'écran. Voilà. Alors, essayez de vous reconnecter. Voilà, ce serait tellement chouette qu'on soit tous ensemble. Ok. Bonjour Florence. Et donc, on est en train de faire un petit point sur ce qu'est la compassion. Donc, la compassion, c'est une force qui nous permet d'aller au-devant des souffrances, déjà de les percevoir, mais aussi de se mettre en action face à ces souffrances. On pense parfois dans la culture francophone à la compassion comme quelque chose qui est de l'ordre de la sensibilité, au fait d'être présent et d'être en contact de la souffrance, mais il y a bien une dimension d'action dans la compassion qui est très forte et c'est vraiment important qu'on puisse la remettre au premier plan, que ce soit pour nous comme pour nos patients. Alors, ce qui est vraiment, vraiment central quand on parle de compassion, c'est que la compassion, c'est une motivation. Bonjour à tous, bonjour Marie. Et donc, je suis en train d'expliquer que la compassion, c'est une motivation, et je vais le réexpliquer pour Charles. Bienvenue Charles. La compassion, comme motivation, ça signifie quoi? Ça signifie que notre esprit, finalement, c'est quelque chose qui a une direction, on a une intention, on va vers quelque chose, et cette intention, elle va organiser l'ensemble de nos comportements, de nos pensées, de nos émotions. On va se comporter complètement différemment selon que notre intention est de gagner de l'argent, par exemple, ou ce que notre intention, si je vais à un cocktail, par exemple, ben, si mon intention, c'est de faire du business, je ne vais pas forcément avoir le même comportement, pas avoir les mêmes pensées, les mêmes émotions, peut-être pas m'habiller de la même manière, je ne vais peut-être pas m'exprimer de la même manière que si je vais à un cocktail pour draguer, ou encore si je vais à un cocktail pour me faire des amis, ou si c'est un mariage, etc., etc. C'est-à-dire que notre intention, c'est un petit peu la destination vers laquelle on veut naviguer, et tous nos systèmes intérieurs, extérieurs vont s'organiser pour nous permettre d'atteindre cette destination. Et donc la motivation, c'est une orientation de tout notre être, de tout notre organisme vers une intention. Quelle est cette intention? Eh bien, l'intention, c'est lorsqu'on a perçu une souffrance, lorsqu'on a pu être sensible à une souffrance de l'autre ou de soi, on va avoir cette intention de s'engager et de soulager cette souffrance. Et donc, par exemple, voilà, si je croise un enfant qui vient de se blesser, je vais avoir une sensibilité à cette souffrance, peut-être. Et si je suis sensible au fait que cet enfant s'est blessé, eh bien, je vais organiser mes pensées, mes émotions, mes comportements en fonction de cette intention d'aider cet enfant dans cette difficulté. Je vais peut-être avoir besoin de réguler mes émotions pour ne pas paniquer, pour ne pas être trop angoissée. Je vais peut-être réfléchir à des stratégies si je vois qu'il saigne ou qu'il s'est éventuellement blessé. Eh bien, je vais peut-être avoir des protocoles en tête selon le niveau de gravité. Je vais évaluer la situation. Je vais peut-être avoir des stratégies pour entrer en interaction avec cet enfant, pour réguler ses émotions à lui, sa souffrance. Et mes pensées, du coup, vont être complètement spécifiques à la situation et orientées vers à la fois la sensibilité que je vais avoir à cette souffrance et mon objectif de la soulager. Alors, les thérapies fondées sur la compassion, qui ont été créées par Paul Gilbert, commencent et s'ancrent dans une perspective évolutionniste.
on n'est pas très familier en France de la psychologie évolutionniste, mais et c'est une approche qui s'ancre dans le biologique et qui reconnecte la fonction biologique de nos émotions, de nos comportements, même de notre anatomie, de tout ce qui constitue notre être. Et donc, on va aussi, lorsqu'on va approcher une difficulté, que ce soit la nôtre ou celle des autres, bien se rappeler un contexte biologique et pas seulement le contexte de la situation. Et ce contexte biologique, qu'est-ce qu'il vient nous raconter? Eh bien, il vient nous raconter que la souffrance, elle s'exprime dans un contexte, mais elle ne s'exprime pas uniquement pour nous embêter. Elle a un sens, elle a une fonction, on a une douleur. Lorsqu'on se cogne, ben, ce n'est pas pour rien, c'est parce que la douleur nous protège. Et c'est une des fonctions vitales de notre survie, c'est de pouvoir enregistrer les situations qui vont nous blesser. Et lorsqu'on perd cette sensibilité à la douleur, on va être en péril, littéralement, hein, notamment, par exemple, les gens qui ont du diabète, qui perdent la sensibilité fine dans les mains ou dans les pieds. Eh bien, si ils se blessent le pied, ils vont être beaucoup plus à risque d'avoir des complications. Et donc, cette fonction évolutionniste, on va aussi l'explorer et la remettre au centre de la compréhension de nos émotions. On n'est pas anxieux pour rien, on est anxieux parce que c'est également une émotion de survie. Et chaque émotion a une fonction spécifique. Et donc, on va commencer par, lorsqu'on explore, lorsqu'on écoute notre vécu psychologique, par le remettre dans un contexte de biologie et de fonction. Alors, la thérapie fondée sur la compassion, c'est donc une approche vraiment de thérapie qui est ancrée sur les thérapies fondées sur les thérapies cognitives et comportementales. Et donc, elle démarre avec une analyse fonctionnelle dans le contexte, mais aussi dans la relation thérapeutique, bien sûr, et dans la psychologie évolutionniste, dans notre histoire, l'histoire de nos ancêtres et de leur survie. Et le compassion mind training, alors là, on pourrait dire l'entraînement à la mentalité de compassion ou à l'esprit de compassion. C'est un entraînement donc, de la compassion et de ses qualités qui est intrinsèque à la thérapie fondée sur la compassion, mais qui peut en être dissocié, notamment sous forme de groupe ou également en individuel. Par exemple, elle permet de faire des programmes à distance. Donc, je vais vous donner l'exemple d'une recherche qu'on a réalisée avec l'Université de Lille. Donc le Compassion Mind Training peut donc s'appliquer à la fois à des situations non cliniques, ou on pourrait dire au grand public, mais elle peut aussi intéresser différents types de pathologies. Il y a des programmes qui ont été testés, je vais vous en dire plus, mais ça va de la dépression aux troubles alimentaires. Voilà, on est un peu au début des explorations des effets de ce programme, mais on a vraiment des résultats qui sont très intéressants. Et donc, la Compassion Mind Training se décline sur toute une palette de situations, de problématiques psychologiques. Et donc, dans ce CMT, ce Compassion Mind Training, il y a vraiment une large palette d'outils, on pourrait dire, qui vont de l'entraînement à l'attention. Donc, on rejoint certaines techniques, certains outils de la pleine conscience, par exemple, donc avec la respiration, avec un travail des cognitions plus ancré dans le corps.
On va aussi beaucoup travailler sur de l'imagerie. L'imagerie focalisée sur la compassion, où on va utiliser le fait que, de par l'imagerie, on peut activer des compétences neurophysiologiques, comme par exemple, on pourrait simplement en imaginant manger quelque chose, on pourrait activer le fait de saliver. Et on va pouvoir créer des nouveaux conditionnements, faire des conditionnements pavloviens pour renforcer des liens entre différentes situations et la compassion. On va aussi explorer donc l'autocritique. Je vais pas beaucoup en parler aujourd'hui parce que j'essaye de faire quelque chose d'une présentation synthétique, mais l'autocritique, c'est la version plus dure de cette voix qu'on a dans notre tête. Lorsqu'on est dans l'autocompassion, on a tendance à avoir une voix plus amicale. Dans l'autocritique, on va avoir une voix qui est de l'ordre du blâme, et cette autocritique a un impact négatif sur l'ensemble de notre bien-être psychologique. Alors, on va également entraîner l'autocompassion, la compassion offerte et reçue, je vais en reparler, et on va donc faciliter l'exposition, et on va ensuite travailler pour mettre en lien toutes ces compétences du Compassionate Mind Training pour les explorer à la fois dans des situations de souffrance, mais aussi dans notre vie quotidienne, à l'extérieur de cette phase d'entraînement. Donc, pour vous donner quelques indications de validité de ce programme, donc les toutes premières validations remontent à 2004, avec notamment l'étude de Gilbert et Chris Irons, de Paul Gilbert et Chris Irons sur la dépression. Il y a une validation en anglais, une validation en portugais de Marcela Matos en 2017. Et l'ensemble de ces recherches montrent tout d'abord qu'il y a un effet sur la compassion, ce qui est quand même important, mais il y a aussi un effet de réduction de l'autocritique et globalement, un effet de réduction de la détresse psychologique avec une réduction du stress, de l'anxiété, de la dépression. Marcela Matos a également montré une amélioration de l'indicateur de variabilité de la fréquence cardiaque, qui est un indicateur physiologique de santé et de régulation émotionnelle. Donc, en 2021, donc, il y a eu une étude de validation auprès du grand public, et vous voyez qu'il y a eu des programmes auprès des adolescents, auprès des soignants, des enseignants, également pour la dépression, la douleur chronique. Je ne l'ai pas indiqué ici, mais il y a aussi un programme un peu plus long, en 12 semaines, qui a été validé pour les sentiments de honte dans les troubles alimentaires. Alors, Annick nous entend, super, chouette. Est-ce que ce programme est le même en fonction des populations, ou y a-t-il des adaptations en fonction du public? Alors, la base des 8 séances de ce programme est globalement la même. Alors, par exemple, dans le programme en 12 séances pour la honte liée au corps, là, clairement, il y avait des séances spécifiques, mais qui ont été ajoutées du coup. Et donc, Agnès sollicite le replay parce qu'elle a aussi un problème de son. Ok, je ne sais pas si Agnès est toujours là, mais si vous nous entendez, vous pouvez aussi, comme Annick, essayer de vous déconnecter et de vous reconnecter. Alors, je note quand même, hop, pour vous l'envoyer. Ça marche, on continue. Alors, donc, pour ce qui est du programme qu'on a validé avec l'Université de Lille et Pascal Antoine notamment,
On a donc réalisé un programme en 4 semaines, qui est donc une adaptation de ce programme en 8 séances. L'article est en cours de validation, mais donc la construction de ce programme s'est fait sur des petits exercices de 15 minutes, avec des alternances de psychoéducation, d'observation des émotions, d'activation comportementale de la compassion et des exercices d'imagerie. Donc ces exercices, vous pouvez les retrouver sur le site Joie et Compassion, et je vais vous envoyer le programme à la suite de cette présentation. Comme ça, vous pourrez jeter un petit coup d'œil si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi l'utiliser pour si vous avez des amis ou vos patients, sans aucun souci, s'ils sont motivés pour faire un programme. C'est pas très lourd, 15 minutes par jour, et les résultats ont été vraiment très satisfaisants. Notamment, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'effet sur la dépression. Donc, le programme a été fait à distance. Le score moyen de dépression avant le programme était quand même de 12, ce qui est le score seuil pour une dépression légère. Même si on était auprès de grand public, il y avait quand même un score assez moyen de dépression, enfin faible, mais quand même existant. Donc les scores sont passés de 12 en moyenne à 6 en moyenne après les 4 semaines, et que ce soit pour l'anxiété, la dépression, le stress, les résultats continuent à baisser après un mois légèrement, de façon en tout cas significative. Et donc dans ce programme, comme dans d'autres programmes de Compassion Mind Training, on observe un effet sur la compassion reçue et sur l'autocompassion. Alors la compassion reçue, je vais en reparler, mais elle est importante parce que c'est celle qui nous permet d'accéder aux soins finalement. C'est-à-dire que quand on ne va pas bien, le fait de pouvoir dire ça ne va pas, de pouvoir montrer, exprimer sa souffrance et pouvoir recevoir l'intention et l'action d'autres personnes pour soulager cette souffrance, c'est très souvent ce qui nous permet d'aller mieux. Et, l'autocompassion, c'est un indicateur d'autorégulation qui nous permet ensuite d'avoir un effet tampon sur les situations de souffrance. Donc, la question se pose, pourquoi on n'a pas d'effet sur le fait de donner de la compassion aux autres? Moi, ce que je pense, c'est que finalement, on est quand même dans une culture, paradoxalement, c'est pas ce qu'on a tendance à croire, mais où les gens ont peut-être plus tendance à déjà pas mal aider les autres. Je pense qu'on a plus de facilité à la base à aider les autres qu'à s'aider soi-même. Et donc, on avait aussi, bien sûr, un effet de réduction de l'autocritique. Voilà, ça, je vous l'ai expliqué. Alors, le programme en 8 semaines, c'est un programme donc qui dure à chaque fois 2 heures. Chaque session a une thématique spécifique. On part donc de la psychoéducation, on commence par expliquer donc que la compassion est une motivation, et on va explorer ce que ça signifie concrètement, et comment commencer à l'observer autour de soi et en soi. Et donc ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle le modèle des 3 cercles, qui est un modèle de psychologie évolutionniste pour aborder les différentes émotions. Bon, il y a des fautes, hein, je suis désolée, mais vous me pardonnerez. On va explorer également les différentes parts de soi. On va découvrir que finalement chaque émotion, mais aussi la compassion, chaque émotion a une façon spécifique de penser, une physiologie spécifique, une tendance d'action, des comportements avec une orientation spécifique,
Et le but de créer de l'espace pour ces différentes parts de soi, un petit peu comme dans Vice Versa, finalement, dans le dessin animé, c'est aussi de préparer la création d'un dialogue entre ces différentes parts, et ça va nous permettre ensuite de créer un dialogue entre la part de compassion et les différentes parts émotionnelles. Et donc ensuite, sur 3 séances, sur 3 sessions, on va, explorer les 3 flots de la compassion. Donc la compassion, qu'on donne aux autres, la compassion que l'on reçoit et l'autocompassion. Je vais vous en dire, quelques mots juste après de l'autocompassion. On va, également explorer l'autocritique et à la fois mieux comprendre sa fonction, mais aussi, créer un lien entre l'autocritique et l'autocompassion. Le but n'est pas de supprimer l'autocritique, mais bien de la comprendre, de mieux la comprendre, et de créer un dialogue interne entre, l'autocritique et l'autocompassion. Et finalement, on va essayer de vraiment d'ancrer le plus possible, ces ancrages de compassion, à la fois dans nos souffrances et dans notre vie quotidienne. Alors, si vous avez envie d'explorer la Compassion Mind Training, en mai-juin, je ferai un premier atelier, donc les jeudis matins. Vous pouvez retrouver sur le site, Joie et Compassion les informations si vous le souhaitez. Ce qui est important aussi lorsqu'on parle de thérapie fondée sur la compassion et de Compassion Mind Training, c'est, de rappeler qu'on va, faire tout un travail sur les peurs, les blocages et les résistances par rapport à la compassion. Parce qu'en soi, c'est une motivation innée, la compassion, on l'a tous, on n'a pas à apprendre la compassion, elle est en chacun de nous. Par contre, on a, fait peut-être des expériences, difficiles autour de la compassion. On a peut-être eu des situations où on aurait eu besoin d'être aidé, où on n'a pas été aidé, ou des situations où, l'aide qu'on nous a apportée a été associée à des choses désagréables, à éventuellement, des moqueries ou, même peut-être des humiliations. Pour les personnes qui ont une autocritique très élevée et une histoire traumatique, il peut aussi, y avoir, des formes d'abus, de traumas, associés, à des situations de compassion et donc à différents niveaux, on va aussi prendre le temps, de poser, et d'explorer, tous ces blocages qui sont importants. C'est important de les valider, c'est important de les accueillir, pour pouvoir, avancer vers cette compassion. Hem Donc ce qu'on va chercher à renforcer, au travers de la compassion, c'est ce qu'on appelle les qualités de la compassion. Lorsqu'on est dans cet état d'esprit de compassion, par exemple, lorsqu'on est en train d'aider quelqu'un, eh bien, très souvent, on va avoir une pensée plus claire, l'esprit, va être, assez ouvert, assez rapide, et on va parler d'une forme de sagesse, qui ressort de la compassion. Un engagement, c'est-à-dire que, on va peut-être, moi j'ai parfois, je me rappelle par exemple d'une dame qui me disait: «Bah, moi je souffre de troubles anxieux importants, par contre quand il y a un enfant avec moi, je n'ai plus aucun problème, je n'ai plus d'anxiété», parce qu'il y a cet engagement émotionnel, attentionnel vers l'autre, qui, est un engagement de compassion, qui vient, réguler, l'anxiété et il n'y a plus cette peur qui bloque et donc il y a une sorte de courage qui émerge, une forme de force qui émerge de la compassion et on va, aller, renforcer, comme travailler un muscle pour pouvoir, construire, une compassion, équilibrée. Donc les trois courants de compassion, on les a déjà un petit peu explorés et on va donc à travers ces différents programmes, avancer
par petits pas, progressifs, en essayant de rester dans ce qu'on appelle, la zone de sweet spot. C'est, donc une zone émotionnelle, moyenne ou faible, où on va vraiment, essayer de créer un chemin, le plus facile possible, et éviter, le tsunami, émotionnel. Et donc on peut, lorsque on reçoit de la compassion, être en situation de vulnérabilité, et cette vulnérabilité va peut-être activer de l'autocritique qui vient comme une protection, venir, protéger notre vulnérabilité. Et donc on va essayer, lorsqu'on travaille le fait de recevoir de la compassion, d'offrir un siège à cette partie critique, l'écouter pour, laisser s'installer un sentiment de sécurité, de sérénité qui va dans un deuxième temps, permettre à d'autres émotions, peut-être plus vulnérables de s'exprimer. Et donc on va notamment, utiliser les imageries du lieu de sérénité pour pouvoir, se sentir accueillir, pour pouvoir sentir qu'on a une place. Lorsqu'on a des blocages liés à la compassion, ça peut aussi être lié au fait qu'on n'a pas eu suffisamment d'expérience d'être accueilli, d'être reçu chaleureusement dans la relation par nos proches. Et donc on va venir, vraiment travailler ce sentiment de sérénité, sérénité dans la nature, dans un lieu, mais aussi dans la relation à l'autre, et laisser progressivement s'installer, la possibilité de recevoir de l'aide de façon amicale. Et donc, on va travailler la création d'un espace relationnel. C'est, dans la relation à soi, mais aussi dans la relation à l'autre. La thérapie fondée sur la compassion s'appuie sur les théories de l'attachement, pour nous rappeler, ce besoin fondamental que l'on a, de se sentir vu, entendu et validé émotionnellement par les autres. Et on va, recréer intérieurement cet espace d'écoute et de validation. L'autocompassion, c'est un concept qui a été, étudié par, Christine Neff, et qu'elle décrit, comme, le fait de se traiter avec la même gentillesse, le même intérêt et le même soutien qu'un bon ami. Et donc on retrouve dans l'autocompassion, 3 dimensions principales, donc la pleine présence, le fait de pouvoir être là, d'être à l'écoute de soi-même et à l'écoute de nos émotions, de nos besoins, le fait d'être gentil envers soi-même, et le sentiment d'humanité partagée. Le sentiment d'humanité partagée, c'est, d'abord la croyance, les êtres humains ont une forme d'égalité, et que cette sensibilité que l'on a fait de nous un être humain à part entière, et un point commun, dans notre humanité. On n'a pas que ce point commun-là, mais c'est quelque chose, paradoxalement, au travers duquel on peut toujours se reconnecter aux autres. La souffrance, là, je viens de finir un groupe, de thérapie fondé sur la compassion autour de la colère. Et ce qui m'a beaucoup touchée dans ce groupe, c'est que, finalement, la colère, c'est une émotion très difficile. Il y avait beaucoup de honte, à l'idée de pouvoir, être impulsif dans la colère, ou de honte d'avoir peur de se mettre en colère, d'être trop inhibé par rapport à la colère. Et très, très vite, le fait de parler de ce sujet-là et de partager notre vécu de colère, il y a une profonde connexion qui s'est créée entre tous les participants du groupe. Et c'est, aussi, le but un des objectifs du Compassionate Mind Training, c'est de créer un espace en soi, de travail en groupe, dans lequel on recrée cette humanité partagée. C'est-à-dire qu'on se reconnecte pas seulement avec notre tête, mais on va aussi, au travers du partage de notre vécu, pouvoir se connecter les uns avec les autres à un niveau d'humanité partagée.
Et donc, au-delà des données sur les programmes de Compassionate Mind Training, l'autocompassion est très, très largement validée aujourd'hui comme processus central dans le bien-être et la résilience psychologique. Donc, il y a des méta-analyses dans différents domaines, entre la compassion, la psychopathologie, avec le bien-être. Je ne sais pas pourquoi c'est tout en anglais là, mais les troubles alimentaires, etc., etc. L'autocompassion, elle se valide sur 3 types de recherches. Des recherches donc au niveau des questionnaires en psychologie, de corrélation. Il y a aussi toute une série de recherches sur le fait d'écrire des lettres d'autocompassion et l'effet que ça peut avoir dans une situation sur la gestion qu'on va avoir d'une situation de stress. Et bien sûr, des études, des programmes d'autocompassion, notamment MSC. Alors la bonne nouvelle, c'est que la compassion, elle a aussi des effets, elle a plein d'effets positifs, mais un des effets positifs de la compassion, c'est aussi les émotions positives. Alors je m'arrête dessus parce que finalement, on a parfois la croyance que c'est triste ou que ça crée de la détresse de travailler sur la compassion. Eh bien, c'est tout le contraire en fait, ça peut parfois être difficile dans la phase d'exploration, des émotions, mais lorsque la compassion va jusqu'au bout de son action et qu'elle libère la souffrance, eh bien, il y a une véritable émotion positive, une véritable joie de la compassion, la joie de voir l'enfant qu'on a aidé repartir avec le sourire, peut-être d'exprimer de la gratitude. Et donc, ça a été montré par imagerie que la différence entre l'empathie et la compassion, c'est que dans la compassion, il y a l'activation d'émotions positives. Le simple fait d'observer des comportements de compassion crée un sentiment d'élévation, crée un sentiment de chaleur et va avoir un effet inducteur de comportement d'altruisme. Il y a un effet rebond de la compassion. Lorsqu'on a un comportement de compassion, on voit l'effet que ça a sur la personne, mais ce qu'on ne voit pas, c'est que cette personne va avoir tendance à avoir plus de comportements de compassion et les gens qui sont observateurs également. Et donc, on a un effet positif sur la santé de soi, mais aussi des gens qui reçoivent la compassion. On a aussi, au niveau processuel, des effets sur le traitement de l'information, sur notamment, c'était mon sujet de thèse sur la compassion, notamment un effet d'ouverture lié justement aux émotions positives, une ouverture attentionnelle qui est un petit peu à l'inverse de ce qui se passe lorsqu'on a des émotions négatives. On a tendance à focaliser et à rétrécir notre champ d'attention lorsqu'on est dans des émotions négatives, alors que dans la compassion, il y a plus une ouverture. Voilà, donc j'essaie de faire quelque chose de plus synthétique possible. Je vais arrêter le partage d'écran pour pas vous fatiguer déjà, et puis pour vous proposer, si vous avez des questions, de prendre un temps pour répondre à vos questions. Alors ça peut être sympa si vous osez partager vos questions en ouvrant votre micro. Si vous n'osez pas, vous préférez le faire dans le chat, il n'y a aucun souci. En tout cas, merci de votre attention, de votre écoute, de votre présence déjà. Je suis vraiment très contente que vous soyez là aujourd'hui. Moi, j'aurais une question sur comment travailler les blocages, les résistances par rapport à la compassion, parce que je vois ça, moi, avec mes patients, qui a vraiment, et je trouve pas ça très facile à travailler. C'est une excellente question et Paul Gilbert, merci Anne-Claire, Paul Gilbert il va jusqu'à dire que peut-être que tout l'objet de la thérapie, c'est de travailler ses résistances finalement. C'est un peu extrême, mais effectivement, on les voit souvent dès la première séance, ces résistances. Même parfois, lorsque le patient arrive, il peut être en état de stress, d'angoisse. Et
Euh, Personnellement, une façon vraiment de conceptualiser le travail de la compassion, après je vous répondrai peut-être plus spécifiquement sur la thérapie fondée sur la compassion, mais personnellement, je le travaille vraiment dès la première séance en faisant un monitoring des émotions de la personne. C'est-à-dire que quand quelqu'un ouvre la porte de mon cabinet, j'essaye de voir dans quel état émotionnel il est. Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il est honteux? Est-ce il évite mon regard? Est-ce que la personne a l'air à l'aise, etc. Et j'essaye de trouver un moment, si je sens qu'il y a une petite tension, pour faire verbaliser cette émotion. Tout simplement en demandant bah, comment ça se passe pour vous, le fait d'être ici, de venir voir un psychologue, c'est facile, c'est pas facile. Et très souvent, on va avoir des cognitions du type bah, c'est quand même la honte d'en être arrivé là, c'est vraiment que j'ai un problème pour devoir avoir besoin d'aide et de venir voir un psy. Ou bien bah, je suis stressée, je me demande ce que vous allez penser, est-ce que vous allez me juger. Alors, pas tout le monde, hein, bien sûr, mais c'est déjà, dès la rencontre, finalement, une possibilité de travailler cette peur de la compassion. Et on peut, globalement, dans la thérapie fondée sur la compassion, ce qu'on invite à faire, c'est à créer un espace pour ça et surtout la valider. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de tout de suite partir dans la restructuration cognitive ou dans la remise en question, mais vraiment de commencer par offrir une chaise pour cette peur, pour cette résistance ou pour ce blocage et vraiment l'explorer. Pourquoi il y a cette peur? Est-ce que la personne la comprend? Est-ce que ensemble on peut la valider, soit dans le contexte immédiat, par exemple le fait d'être chez le psy, soit par rapport à leur histoire. Est-ce que ça a du sens pour vous que vous ayez peur que vous soyez gêné, par exemple, de vous confier à quelqu'un? La personne va dire, bah oui, oui, j'ai jamais eu personne pour me confier, ou bien oui, il s'est passé tel et tel événement dans ma vie qui m'ont bloqué par rapport à la compassion. Je me souviens d'une personne qui a intégré le programme de recherche et qui m'a écrit en me disant, voilà, je voudrais faire ce programme parce que avant, j'avais beaucoup de compassion et puis j'ai vécu une séparation difficile et je me suis complètement fermée pour me protéger parce que j'étais tellement submergée d'émotions, je ne pouvais plus rien donner, j'avais plus cette ouverture du cœur. Et pour me protéger, je me suis complètement refermée. Mais elle dit, je me rends compte aujourd'hui que je suis comme enfermée à l'intérieur de moi-même, je ressens plus rien, je me sens vide et j'ai envie de me réouvrir. Voilà. Et elle est rentrée dans le programme avec cette intention de reconnecter cette compassion, mais le travail du blocage et de la résistance, il s'est fait en amont finalement quelque part, un petit peu avant de rentrer dans ce programme, de pouvoir valider bah oui, ça a du sens si quelqu'un dont on attend de l'aide, dont on attend du soutien, de l'amour, etc., nous blesse, voilà, nous déçoit peut-être, ou je ne sais pas, elle ne m'a pas raconté son histoire, mais ça peut avoir du sens à ce moment-là de plus vouloir dépendre des autres ou attendre de l'aide de quelqu'un, etc. Donc, pouvoir vraiment valider la fonction de cette peur et de cette résistance au tenter dans la situation par rapport à l'histoire de la personne et éventuellement ben, expliquer aussi, donner un peu de psychoéducation par rapport à la compassion, qu'est-ce que c'est, pourquoi ça peut être compliqué. Euh, je ne sais pas si ça vous donne quelques pistes. Ouais, 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 c'est intéressant ça. Du coup, j'ai une autre petite question, mais bon, je ne veux pas prendre toute l'espace, mais moi, j'ai pas mal de patients borderline et la question je travaille pas mal sur l'autocompassion et je me pose toujours la question, bon, il y en a beaucoup qui ont vécu des traumatismes dans l'enfance et je me pose toujours la question de la compassion envers soi et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la compassion pour l'autre qui m'a fait souffrir, mais c'est un truc que j'arrive pas bien à conceptualiser encore et je sais pas enfin voilà, je sais pas si vous y avez réfléchi et
Il y a même des gens qui ont fait des recherches là-dessus. Ça doit pas me D'accord. Ah plaire. bah, ça m'intéresserait d'avoir les références, Je vais vous donner, alors je ne saurais pas vous retrouver la référence, mais j'ai suivi dans un congrès une présentation de recherche où sur un protocole où les gens envoyaient des messages. Et donc, dans l'expérimentation, la personne recevait des messages et donc pseudo-message SMS où la personne était agressive. Et donc, ils ont fait deux conditions. Une première condition de restructuration cognitive dans laquelle ils demandaient à la personne de restructurer par la colère. Ouais, de toute façon, c'est qu'un nul, il me dit ça, mais donc de répondre à cette agression par la colère. Et dans la deuxième condition, il fallait répondre, restructurer mentalement les agressions par la compassion, c'est-à-dire en se reconnectant avec le fait que cette personne qui m'agresse a sûrement elle-même vécu des agressions pour avoir ce comportement-là et essayer de comprendre pourquoi cette personne a ce comportement-là. Et ce qu'ils ont montré, c'est que dans cette deuxième condition, il y avait une bien meilleure régulation des émotions que dans la condition de colère. Vous voyez que typiquement, la réaction dans le trouble borderline, c'est une réaction de colère. Quand il y a un manquement de soutien, quand il y a une réaction inadaptée à l'angoisse d'abandon ou à la souffrance, souvent, il y a une plus grande facilité à aller vers la colère qu'il y a une difficulté à mentaliser ce qui se passe dans l'esprit de l'autre lorsque l'autre nous fait souffrir quand on est dans le trouble borderline. Et donc, vraiment, le travail de compassion pour l'agresseur, c'est aussi un travail d'aider la personne à mentaliser l'esprit de l'autre et à comprendre pourquoi quelqu'un peut en arriver à un moment à rejeter, à nous faire souffrir, quoi, finalement. Merci beaucoup. Et c'est vrai que la question de la compassion et de l'autocompassion, elle est extrêmement centrale pour les troubles borderline. Il y a ma connaissance, il n'y a pas d'études spécifiques de la compassion pour les troubles borderline, mais par contre, ce qui est de plus en plus étudié, c'est des programmes dédiés aux troubles borderline dans lesquels on rajoute des modules de compassion. Donc, encore une fois, la compassion, il ne s'agit pas forcément, elle ne va pas remplacer les autres approches. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait déjà, tout ce qu'on sait, c'est toujours valable. L'idée, c'est de rajouter voilà, une meilleure compréhension de cette motivation de compassion. Merci. Merci à vous. Alors, donc il y a Mathieu qui dit merci. Merci. Alors, est-ce que trop de compassion peut être envahissant, surtout dans l'idée que l'on ne peut pas aider tout le monde? Alors, il y a deux questions et qui sont séparées. Bonjour Rachel. Est-ce que la compassion peut être trop envahissante? Ce qu'on confond souvent, c'est la compassion et la contagion émotionnelle. Ce qui est trop envahissant, c'est la contagion émotionnelle. C'est-à-dire que quand on est face à la détresse de quelqu'un, on peut, s'il n'y a pas suffisamment de différenciation entre nous et l'autre, on peut ressentir en nous l'émotion de la personne. Moi, je sais que quand je vois quelqu'un à qui on fait une piqûre, j'ai mal. Ça, c'est la contagion émotionnelle. Et donc, on va être submergé par la souffrance de l'autre. Et c'est quelque chose qu'on peut effectivement aussi travailler dans le cadre de la compassion, apprendre à vraiment se différencier de la souffrance de l'autre. Mais dans la compassion, il n'y a pas du tout nécessité d'être dans la contagion émotionnelle, et bien au contraire, la compassion, elle va vers la régulation émotionnelle, elle va vers la libération de la souffrance, donc c'est quelque chose qui facilite la gestion émotionnelle dans la relation d'aide. Et donc, l'idée qu'on ne peut pas aider tout le monde, c'est tout à fait vrai. Il y a cognitivement, on a une chute de notre motivation à la compassion quand on essaye d'aider trop de monde. C'est-à-dire que
Lorsqu'on est au top de notre compassion, quand on est face à une seule personne, lorsqu'on a une personne en face de nous, on va très facilement avoir tendance à avoir de la compassion. Dès qu'il va y avoir 2 ou 3 personnes, notre motivation, elle va baisser. Et c'est des processus qui sont bien connus. Voilà, si on vous demande de donner de l'argent pour 150 personnes, bah, c'est peu probable que vous en donniez. Si on vous demande de parrainer un enfant, bah, là, peut-être que vous allez le faire. Merci pour cette présentation. Bah, merci à vous tous surtout. Cette approche est-elle possible pour les personnes ayant subi des traumas dans l'enfance? Eh bien oui, en fait, elle est vraiment construite pour ces personnes-là. Donc oui, elle est parfaitement adaptée aux problématiques de trauma, d'abus. Elle est aussi parfaitement adaptée aux gens qui ont des niveaux élevés de honte, d'autocritique, donc les problématiques théoriquement les plus complexes en thérapie. Alors, je précise la question car dans le cas des enfants victimes de violences, ils font déjà preuve de compréhension et de compassion envers leurs parents maltraitants, mais en revanche, très peu de compassion envers eux-mêmes. Ils sont plutôt dans la culpabilisation. Eh bien oui, c'est tout à fait juste. C'est d'ailleurs le fond du problème, c'est que, en fait, comme lorsqu'on est enfant, la relation d'attachement aux parents, elle est absolument centrale, elle est même vitale. Un tout petit nourrisson ne peut pas vivre sans soins, hein, sans soins affectifs. Il n'y a pas que les soins physiques et nutritifs. On a besoin en permanence d'interactions, de relations positives et chaleureuses. Et donc un enfant, même lorsqu'il est en face d'un parent maltraitant, va tout faire pour préserver la relation et il va pas remettre ses parents en question, il va plutôt se remettre lui en question et développer des croyances de culpabilisation. Et donc, bien comprendre la compassion, ça nous permet aussi de comprendre moi, ce que j'appelle les collages, ce qu'on appelle aussi en thérapie fondée sur la compassion, les collages liés à la compassion. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui a été dans cette situation-là, il a inhibé la compassion pour lui-même pour préserver ses parents. Et ça peut être tout à fait un ancrage. Un ancrage, par exemple, de stratégie de détachement ou d'autocritique. Tout à fait. Merci pour cette question. Quel lien entre la thérapie fondée sur la compassion et la thérapie basée sur le pardon? Alors, je ne connais pas la thérapie basée sur le pardon. Je suis désolée, donc je vais avoir du mal à répondre, mais après, le pardon, je pense qu'on peut tout aborder par rapport à la compassion. C'est-à-dire que si on regarde ce qu'est la thérapie basée sur le pardon, je pense qu'on va retrouver certaines choses qui vont pouvoir rentrer dans le cadre de la compassion. Existe-t-il une formation, un livre qui permette d'instruire ce programme? Alors, on est vraiment au début du développement de tout ça. En anglais, il y a une formation qui permet de former à la réalisation de ce programme. Mais dans tous les cas, il faut commencer par faire le programme avant de pouvoir le former. Les livres, j'ai pas en projet de traduire un livre de thérapie fondée sur la compassion, mais j'espère que ça va bientôt se faire. Je croise les doigts. Il y a un livre sur l'approche de mindfulness, de compassion qui a été traduit de Paul Gilbert et de Shoden, ce que vous pouvez retrouver si vous le souhaitez. Tout à fait d'accord avec vous. Ben, super, merci Karine. Et BT, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite poser une question ou partager un ressenti, même critique ou négatif, hein, vous êtes vraiment les bienvenus. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Patricia, je ne sais pas, Patricia. la Ouais. caméra marche pas. Je ne vous vois pas, mais Ah. je vous entends bien.
Non, moi, merci pour cette présentation parce que j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Et ça me parle beaucoup. Moi, je travaille avec les enfants et les adolescents qui sont victimes de violences. Donc ça fait vraiment écho tout ce que vous proposez, tout ce qui est proposé là. Et je me posais la question de savoir s'il y avait des ouvrages, des choses spécifiques qui ont été faites entre les thérapies de l'attachement et la compassion, justement. Parce que je travaille beaucoup, moi, en attachement. Et je me demandais si la compassion avait un peu été intégrée comme ça dans des thérapies basées sur l'attachement ou des choses comme ça, s'il y avait des lectures ou des choses qui existaient. Alors, si vous explorez la thérapie fondée sur la compassion, vous allez voir que c'est vraiment un des domaines qui a été intégré. La théorie de l'attachement, elle fait partie de la thérapie fondée sur la compassion. Donc, c'est vraiment, ça fait partie du socle de cette approche, avec d'autres approches de psychologie sociale, de neurosciences, de thérapie cognitive et comportementale. Mais effectivement, tout ce qui est de l'ordre de la thérapie de l'attachement, ça fait partie de la thérapie fondée sur la compassion. Ça a macrophagé. Ah oui, c'est intéressant de faire le lien entre les deux. Et tout à l'heure, tu parlais de l'analyse fonctionnelle. Est-ce qu'il y a une grille d'analyse fonctionnelle plus spécifique par rapport à cette approche, ou ça reste une analyse fonctionnelle classique Alors, c'est une analyse fonctionnelle spécifique avec des différences. On retrouve des éléments qui se rapprochent des thérapies cognitives et comportementales dans la construction de cette analyse fonctionnelle, mais il y a aussi des éléments vraiment différents, avec notamment, on va beaucoup explorer les collages émotionnels. C'est-à-dire que on est dans une approche qui est peut-être un peu plus pavlovienne, avec l'idée que, alors, le théorème, c'est que tout ce qui s'active en même temps se colle en quelque sorte. Par exemple, si vous vivez un événement traumatique, ben, tout ce qui est présent au moment du trauma va se coller et l'association va se faire dans les deux sens. Et donc, on va essayer de voir au niveau des émotions quels vont être les collages émotionnels, mais aussi au niveau des motivations. Notamment, on va dénouer au niveau du trauma ce qui va être collé avec la compassion en quelque sorte. C'est-à-dire que effectivement, dans l'histoire de la personne, par exemple, une problématique typique en thérapie qu'on conceptualise assez mal, c'est le fait d'avoir vécu des traumas sexuels par des personnes qui étaient là pour amener de la compassion, par des médecins, par des enseignants, par des parents, etc. Du coup, il y a une fusion qui se fait entre l'abus sexuel et le fait de recevoir de la compassion, et qui va se rejouer, qui va être re-questionné, notamment en thérapie. Donc, le fait d'avoir cette conceptualisation-là, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus claire, à la fois pour le thérapeute, de ce qui va se jouer, du transfert, du contre-transfert, mais aussi dans la psychoéducation pour le patient, de vraiment venir valider des choses, de l'aider à mieux se comprendre. Mais ça peut être aussi des choses plus simples, par exemple, quand je suis triste, je me mets en colère. Il peut y avoir des collages émotionnels comme ça, qu'on va peut-être moins explorer classiquement dans d'autres approches. Et donc, on va vraiment venir expliquer au patient pourquoi, chaque fois qu'il se met chaque fois qu'il pourrait ressentir de la tristesse, il va partir sur de la colère. Et Paul Gilbert, un peu en plaisantant, dit toujours que lorsqu'un patient dit qu'il n'a pas de problème avec une émotion, eh bien, c'est cette émotion-là qu'on va aller travailler. Parce que souvent, il y a ces collages émotionnels qui font que ah non, 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 moi je suis jamais anxieuse, hein. Ah non, non, j'ai pas de problème avec l'anxiété. Hop, parce que tout de suite, il y a une stratégie qui fait qu'on va bifurquer sur une autre émotion. Et donc, on va essayer de clarifier tout ça grâce à l'analyse fonctionnelle en thérapie fondée sur la compassion. Ouais, merci. C'est vraiment passionnant. Merci. Merci Isabelle. Merci Patricia, je suis passionnée aussi.
chat, il y a le livre de donc, Pascal Jamier et Francis Geisen. Est-ce qu'ils sont en train d'écrire un livre? Je sais qu'ils ont écrit un chapitre pour un livre en anglais. Peut-être qu'ils écrivent en français avec le... Je ne suis pas au courant de l'écriture de leur livre. Corinne, si vous en savez plus, n'hésitez pas à expliquer. Et Annick, d'accord, je vous envoie. Est-ce que dans le programme, on voit un peu d'analyse fonctionnelle liée à la compassion? Alors, dans le programme, le programme, il est dédié au grand public. Donc, classiquement, on va aider les gens à faire leurs propres analyses fonctionnelles, en quelque sorte émotionnelles, mais on ne leur donne pas nécessairement la grille d'analyse fonctionnelle. Après, si vous souhaitez la voir, vous m'envoyez un petit mail et puis je vous la transmets pour que vous puissiez jeter un petit coup d'œil. Et donc, ils sont en train d'écrire un livre, et c'est super. Ce sera passionnant. Oui, donc ils ont un site sur lequel vous pouvez retrouver effectivement toutes leurs infos, leurs formations aussi, leurs formations sur les thérapies fondées sur la compassion, basées sur aussi la pleine conscience et l'insight. Une dernière question, une dernière réaction? Oui, je veux bien. Bonjour. J'avais une question. Donc, ce programme, tu as dit qu'il était autant possible en groupe qu'individuel. Et du coup, en individuel, est-ce que du coup, tu suis la même structure ou est-ce que ça peut être plus adapté en fonction de la personne, de ses besoins, ou est-ce que même des fois tu peux partir sur une thérapie peut-être plus classique et ponctuellement injecter des exercices de compassion? Alors, il y a peut-être deux choses différentes derrière l'idée de l'individuel. Il y a potentiellement le programme à distance, donc le programme en 4 semaines avec des petits exercices. Et après, il y a effectivement la thérapie individuelle dans laquelle, effectivement, quand on fait de la thérapie fondée sur la compassion, on va faire finalement, on va aller puiser dans le Compassion in Mind Training différents exercices qu'on va peut-être adapter plus spécifiquement effectivement à la personne. Il y a des gens avec qui je vais tout de suite faire le modèle des 3 cercles, on va tout de suite travailler sur de l'émotionnel. Il y a des gens où il va falloir pas mal de séances avant d'en arriver là, parce qu'il va peut-être y avoir des blocages à accéder aux émotions ou à accéder à la question de la compassion. Donc en individuel, effectivement, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus adapté. Et dans tous les cas, en individuel, on ne suit pas un programme session par session. C'est pas, bon, alors aujourd'hui, on est session 3, donc on va parler de la compassion. Aujourd'hui, c'est l'autocompassion. La prochaine fois, ce sera la compassion reçue. Non, c'est vraiment en fonction de ce que vivent les gens et de là où ils en sont dans leur problématique. Je ne sais pas si c'est très clair ou si vous vouliez que je précise quelque chose par rapport à tout ça. Si, après moi, mais bon, toi, c'est différent, tu es spécialisé dans la compassion, donc peut-être que les gens, ils viennent te chercher aussi pour ça. Mais moi, j'ai fait le premier round là, de TFC et je suis diététicienne et donc les gens, ils viennent pas me chercher pour ça. Et parfois, je sens il y aurait besoin d'apporter un peu de compassion comme ça, mais je ne sais pas trop comment l'introduire de but en blanc, mais tout en donnant quelques petits outils, quelques petites clés. Mais voilà, mais il y aura forcément, enfin, avec toutes les résistances et tout ça, je ne sais pas trop comment l'aborder en fait. Je pense qu'une façon extrêmement simple de revenir à la compassion et qui marche toujours, c'est de trouver la souffrance. Je pense que si on bloque, il y a un moment, c'est qu'on est parti dans quelque chose effectivement qui est de l'ordre du blocage, de la résistance, de la peur, de l'évitement, etc. Mais à ce moment-là, même cet évitement, il devient une source de souffrance. Et donc,
finalement, si quelqu'un est dans une problématique alimentaire, il est là parce qu'il y a une souffrance. Il va peut-être avoir un discours X, je veux atteindre tel objectif, il faut que ça se passe comme ci, il faut faire ça. Et le fait d'être dans ces objectifs, il va du coup alimenter une autocritique parce qu'il ne les atteint pas forcément. Et donc, quand il les atteint, c'est super et il y a une émotion de fierté, de contentement, etc. Et puis, ça ne marche plus. Donc, du coup, ça réactive de l'autocritique. Et donc, si on se laisse emporter dans cette dynamique-là, on va être aussi, nous, thérapeutes, dans je résous le problème, et puis ça ne marche pas, je suis un mauvais thérapeute, et puis ça remarche, je suis un bon thérapeute. Et voilà, on est secoué comme des cocotiers, et du coup, on est un peu confus. Et cette confusion, c'est un bon signe à un moment que c'est le moment pour nous de prendre du recul et de se reconnecter à ce qu'on vit. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Pourquoi ça m'agace? Pourquoi ça avance pas? Et à ce moment-là, on peut se reposer la question, où est la souffrance du patient, de la personne? Et finalement, au-delà de je veux perdre du poids ou de je veux contrôler mes comportements alimentaires, etc., pourquoi? Quelle est la souffrance derrière? Et il y a toujours une souffrance. Et à partir du moment où on met le doigt dessus, il y a la compassion qui arrive, l'autocompassion, la compassion du thérapeute, elle se réactive aussi. C'est pas seulement atteindre des objectifs, c'est je suis mal dans mon corps, c'est mon conjoint me rejette, c'est ma belle-mère, elle se moque de moi au repas. Voilà, il se passe un truc. Il y a au-delà de l'objectif à atteindre, il y a une souffrance. Ok, merci. Avec plaisir. Alors, le chat. Partager des exercices et des audios. Donc, je vais essayer, je me lance dans plein d'expérimentations avec les outils informatiques. Donc, je vais essayer de vous envoyer par le mailing list de d'Eventbrite le programme en 4 semaines. Donc, ça, je vais vous l'envoyer. Il n'y a pas besoin de vous inscrire. Les audios, vous pouvez les retrouver sur le site Joie Compassion. Je vais vous remettre donc, Joie Compassion, tout simple. Hein. Sauf si je fais des fautes d'orthographe, ça ne va pas le faire. Ah, donc là, j'ai envoyé que à Annick. Il faut que j'envoie à tout le monde. Voilà. Et le programme en 8 semaines, par contre, c'est un programme en visio pour lequel il faut s'inscrire. Oui. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de soignants aujourd'hui. Après, c'est un programme qui est aussi ouvert au grand public. Les gens qui se sont déjà préinscrits, c'est des soignants, mais il est ouvert aussi à tout le monde. Oui, c'est aussi hyper important pour nous de pratiquer l'autocompassion. C'est pas parce qu'on est soignant qu'on est super champion de l'autocompassion, on est des super champions de la compassion pour les autres. Mais les 3 flots ne sont pas toujours corrélés et souvent, il y a un gros écart chez les soignants. Et donc, c'est hyper important pour nous protéger du burn-out, de l'épuisement, pour créer une balance entre ce qu'on donne et nos ressources, de pouvoir aussi développer notre autocompassion. Est-ce que je conseille des ouvrages en anglais? Alors, il y a énormément de ressources en anglais merveilleuses. La compassion, c'est vraiment une communauté très ouverte de partage, d'entraide. Donc, malheureusement, oui, il y a beaucoup de choses en anglais. Si vous tapez Self-Compassion, vous allez avoir des guidances si vous parlez anglais. Est-ce que je conseille un ouvrage en particulier? Moi, je me suis appuyée pour le programme en 4 semaines sur le livre de Chris Irons et Hélène Beaumont. Est-ce que je l'ai là? Tac. Non, je ne l'ai pas. Il ressemble beaucoup à celui-ci. Celui-ci, c'est celui que Paul Gilbert a écrit, où il raconte un petit peu son parcours, The Compassionate Mind. Et donc, celui de Chris Irons et Hélène Beaumont, il ressemble beaucoup à celui-là, c'est The Compassionate Mind Workbook.
Donc, dans ce livre-là, vous allez trouver tous les un petit peu les exercices à faire qui correspondent au Compassionate Mind Training. Voilà. Est-ce qu'il reste quelque chose en suspens? Avec grand plaisir. Mais c'était vraiment très sympa de partager ce moment avec vous. Je remercie en tout particulier, je ne sais pas qui, il y a plusieurs personnes qui m'ont encouragé à faire ce webinaire. Et un webinaire, on dit en français. Donc, c'était vraiment un ancrage de compassion aussi, parce que voilà, j'aurais même pas eu l'idée de le faire. Et voilà. Et je trouve que c'est vraiment chouette de voir que finalement, c'est un rebondissement de compassion. Chacune de nos actions de compassion en entraîne d'autres. Et est-ce que vous referez un autre cycle plus tard? Je ne pourrai pas en mai, je suis triste car ça donne envie. Eh ben, en fait, ça va dépendre s'il y a des inscrits. Si on arrive à constituer un groupe au minimum de 6-7, alors je suis assez confiante puisqu'il y a déjà 2 inscrits alors que j'en ai pas encore parlé et des collègues que j'apprécie, que j'estime beaucoup. Donc, je pense qu'on devrait réussir à regrouper au moins 6 ou 7 personnes. Et donc, si on a un groupe suffisant, je reproposerai probablement par la suite. Je vais peut-être proposer aussi, si ça vous intéresse, un autre webinaire en essayant d'inviter Chris Irons, en traduisant sa présentation. Donc, les infos pour s'inscrire, vous les retrouvez sur le site Joie Compassion. Sur la page, il y a une page atelier, j'ai créé normalement. Il y aura le lien dessus. Et donc, ouais, je vais essayer de faire un autre webinaire avec Chris Irons. Là, il sera peut-être payant. Voilà, je vais faire un tarif minimum, mais voilà, je ne pense pas que Chris va venir gratuitement, donc pour juste compenser les frais pour accueillir Chris. Et voilà. Et puis peut-être d'autres encore par la suite, s'il y a du monde, si vous êtes enthousiaste et motivé. Et Stéphanie est intéressée, ce serait cool. Il y a aussi le cycle de formation qui commence très bientôt avec Francis, qui est organisé par Marine. Donc, c'est 4 séances. Vous pouvez retrouver les informations. Donc, il y a le groupe aussi Facebook, le groupe Thérapie fondée sur la compassion, sur lequel notamment donc, vous pouvez retrouver le lien pour l'inscription avec Marine Pogzik. Sinon, vous m'envoyez un petit mail et puis ouais, c'est ça. C'est Marine Grenoble qui a organisé ça. Donc, il y a Marcela Matos donc, qui a fait la validation du Compassion Mind Training en 2017. Il y a Stan Steino qui fait aussi un groupe de Compassion Mind Training en Australie. Il y a Tony Bell qui travaille sur les chairwork, l'exercice par les chaises. Et il y aura Russell Coltz sur la colère. Voilà, donc c'est un cycle de 4 séances. On a déjà eu un l'année dernière qui a été un grand succès. Donc chacune des interventions est traduite. Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur la compassion. Et aucun problème, Catherine, avec grand plaisir. Si vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous remets mon adresse. lanthon@gmail.com, mais je pense que vous pouvez retrouver l'adresse aussi par Eventbrite. Voilà, je vous retiens pas trop longtemps. Je pense que tout le monde est un petit peu fatigué.
Et alors, si on rate une session, est-ce qu'il y aura un replay? Ça, il n'y a aucun souci. Tout sera enregistré et vous aurez l'information, enfin, vous aurez les enregistrements de façon transitoire. Ce ne sera pas à conserver dans le temps, mais pour rattraper, effectivement. Bonne soirée à tous et merci encore de votre présence. Merci beaucoup. Bonsoir. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée.